Il est 9h20, on est toujours au cœur du forum digital des associations et fondations organisé par Les Échos, le Parisien, tout au long de cette journée. On vient d'entendre la secrétaire d'État en charge de la jeunesse, de l'engagement, Madame Sarah El Haïry. Il y aura beaucoup de remontées de terrain, bien sûr, beaucoup de retours d'expérience, je vous le disais tout à l'heure. Alors pour démarrer ce forum digital, ce forum national, cette journée nationale, une photo de ce qui a changé depuis un an. Des chantiers menés, et puis des conseils sur comment rebondir dans un environnement transformé par la crise sanitaire. Voilà, question essentielle, et on va essayer de vous apporter évidemment toutes les réponses que vous attendez, grâce à Emmanuel Gagnereau. Bonjour Emmanuel. Bonjour Fabrice. Directeur de l'ESS au Crédit Coopératif. Avec nous également Maud Sarda. Bonjour Maud. Bonjour. Maud Sarda, cofondatrice et directrice de la plateforme Label Emmaüs. Jean-Marc Potra, bonjour. Bonjour. Délégué général du Centre français des fonds et des fondations. Tiens, un petit tour de table quand même pour vous présenter l'un et l'autre. Emmanuel, le Crédit Coopératif, si je simplifie, est-ce que je peux dire que c'est la banque du secteur de l'ESS ? On peut dire que c'est une des banques du secteur de l'ESS, avec 128 ans d'âge, une banque coopérative qui appartient à 100% à ses sociétaires, qui a été fondée par des sociétés d'ouvriers, et donc qui accompagne le secteur associatif, le secteur des fondations, maintenant depuis de longues années. Bon, Label Emmaüs, est-ce que c'est un bon coin solidaire quelque part, une sorte de place de marché, une anti-Amazon? On parle beaucoup Amazon, brocardé à tort ou raison. C'est ça ou pas, Maud? Oui, c'est un peu ça. C'est un contre-modèle complet au site marchand classique. Donc on est une coopérative, comme le Crédit Coopératif. Et c'est une coopérative qui mise sur le e-commerce pour insérer professionnellement des personnes éloignées de l'emploi et réemployer des objets, comme Emmaüs le fait depuis 70 ans maintenant. Bravo, très bien. Le Centre français des fonds et des fondations, c'est l'interprofession des fondations, quelque part, Jean-Marc Potra, parce que vous regroupez quand même les grandes fondations, la Fondation de France, celle de la Croix-Rouge, celle de l'Abbé Pierre, par exemple. Oui, tout à fait. Alors le CFF, c'est une fédération de fondations. C'est la fédération qui représente le secteur en France auprès des pouvoirs publics. Et on peut compter sur environ 340 membres qui représentent à peu près la moitié du poids économique du secteur. La moitié du poids économique du secteur, donc autant dire que vous êtes ici, pas pour rien, vous êtes représentatif de ce petit monde des fondations, c'est ça? Absolument, on voit dans le titre du forum, association et fondation, donc nous c'est la part fondation. La partie fondation. On va faire un état des lieux, je le disais, donc on est en début de journée. Emmanuel Gagnereau, vous avez évidemment, vous, au Crédit Coopératif, une vision large de ce qui se passe donc, dans l'ESS. Comment il se porte ce secteur en cette fin d'année? On est le 10 décembre. C'est un secteur, évidemment, comme le reste de l'économie, qui a été évidemment touché, bien sûr. Aujourd'hui, c'est encore un peu tôt pour mesurer tous les effets. On voit des indices, on voit déjà des choses qui se passent, mais de la même manière qu'il faut du temps pour trouver un vaccin, il faut aussi du temps pour mesurer les impacts très concrets. Donc, on voit déjà des éléments très significatifs. Il y a des enquêtes qui sont sorties, une récente, là, du mouvement associatif et du réseau national de maisons des associations, qui nous montre que à peu près 65% des associations ont interrompu leur activité. Alors juste pour la part association. 2/3 des associations ont interrompu leur activité. Voilà, mais dans le même temps, elles disent être 80% à être restées en lien avec les bénévoles et avoir mis en place des actions. Formidable. Donc ça veut dire des choses. Et il y a aussi un indicateur économique qui est intéressant. Ces associations, elles déclarent qu'elles ont devant elles, elles ont 3 mois de trésorerie. Pour un tiers des associations, elles ont 3 mois de trésorerie, un petit peu moins de 3 mois. Ça, c'est peu, c'est pas beaucoup. Ça va aller vite, Voilà, donc ça veut dire qu'il y a une urgence déjà là aujourd'hui, le court terme. Comment est-ce qu'on finance ces problèmes de trésorerie qui peuvent être sous tension dans les mois qui viennent? En même temps, Emmanuel, c'est toujours pareil, il faut distinguer. Je suppose que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Il y a des secteurs, peut-être, à l'intérieur du monde associatif qui se portent bien, et puis d'autres qui sont totalement à la rue, malheureusement. Oui, absolument, c'est vrai, vous avez raison de le dire. L'économie sociale et solidaire est très large, très plurielle, avec beaucoup de modèles économiques, beaucoup de filières, du sport à la culture en passant par l'insertion. Donc il y a beaucoup de modèles économiques. Une chose à garder en tête pour bien mesurer ce qui va se passer dans les mois et l'année prochaine, c'est une sorte de juge de paix, employeur
non employeurs. Voilà, ça c'est un critère très important. On peut expliquer. On peut imaginer que les structures qui sont employeuses, là où les budgets se concentrent, associations et fondations, on peut imaginer qu'elles auront plus de résistance et plus de résilience face à la crise. Et puis en plus, Sarah El Haïry l'a dit, il y a quand même un retour de l'État-providence. Il y a un nombre d'aides financières, de soutien des pouvoirs publics pour le secteur qui permet quand même d'assurer pour l'instant une certaine résilience. Ça ne veut pas dire que tout va être résorbé, mais quand même, il y a un amortisseur français, européen, qui permet quand même de tenir le choc à court terme. Alors, c'est une année compliquée qui secoue le secteur. Est-ce qu'on peut déjà dire quel impact aura eu la période Covid ? Le monde associatif, je vais peut-être utiliser un terme un peu alarmant, est-ce qu'il est en état d'alerte ? Il est forcément sur le pont. Après, tout va se jouer sur des structures qui vont avoir la capacité d'adapter, de réorienter leurs projets. Et c'est comme un choc. On subit un choc. Comment est-ce qu'on fait pour se transformer et puis pour rebondir ? On va en parler. Donc ça, effectivement, il y a cette vigilance et cette préoccupation pour beaucoup de dirigeants qui nous regardent aujourd'hui. Est-ce que l'un et l'autre, qui représentaient donc les fondations, une association, est-ce que vous êtes en état de vigilance ? Est-ce que vous êtes en état d'alerte ? Tiens, Maud Sarda, Label Emmaüs. Racontez-nous ce que vous vivez, vous, au quotidien, en cette fin d'année 2020. Alors, Label Emmaüs, c'est une structure qui est autonome juridiquement, mais qui fait partie du mouvement Emmaüs. On est affilié à Emmaüs France, et il y a 300 structures Emmaüs en France. Et je suis administratrice du conseil d'administration d'Emmaüs France. Donc c'est vrai que j'ai un peu une double vision de cette crise. À la fois, Label Emmaüs, c'est en ligne, donc on ne s'est jamais arrêté. Et on a même très, très, très bien fonctionné pendant cette période, parce que beaucoup de personnes ont cherché des alternatives solidaires, justement à Amazon et d'autres sites de ce type-là. Il y a eu une prise de conscience beaucoup plus forte du consommateur, et tant mieux. Et notre activité, elle a été multipliée par 4, par 5 sur cette période. Vous êtes senti quelque part épaulé par le consommateur ? Ah, complètement. Oui, c'est bien on ça. a vraiment gagné en visibilité. Oui. Ça, c'est certain. De l'autre côté, Emmaüs, c'est 450 points de vente physiques. Ils étaient tous fermés, évidemment. Un mois de fermeture, c'est 20 millions d'euros en moins pour le mouvement. Donc vous imaginez les 2 confinements successifs. Un mois de fermeture, c'est 20 millions en moins dans les caisses. Voilà. Et alors, ce qui est surtout dramatique pour ce mouvement, c'est qu'il accueille de façon inconditionnelle des compagnons, des compagnes. Ouais. Il les héberge, il les nourrit, il les paye pour leur travail, mais ce ne sont pas des salariés. Donc, ils ne relèvent pas du chômage partiel. Et il n'y a eu aucune aide d'État pour ce mouvement. C'est pour ça qu'il y a eu un appel à la solidarité. D'une certaine façon, oui, je pense que ça aurait été bien quand même qu'il y ait une manifestation d'intérêt, de soutien. Après, le mouvement Emmaüs, pour lui, c'est très important, son indépendance aussi. Donc, on touche très, très peu de subventions publiques. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à la générosité des Français, de façon exceptionnelle. C'est la première fois depuis 70 ans qu'Emmaüs faisait cet appel-là. Et les Français ont été au rendez-vous. Ont répondu. Bien sûr. Jean-Marc Poitras, délégué général du Centre français des fonds et des fondations. Vous avez aussi une vision globale de ce qui se passe. Quels sont les secteurs les plus menacés ? Alors peut-être déjà rappeler, le grand salut qu'on voudrait adresser aux organisateurs du forum, parce que c'est très bien d'avoir pu maintenir un événement comme aujourd'hui, même en digital. Voilà, donc ça, je souhaitais les remercier, ainsi que notre partenaire, le Crédit Coopératif. Avec Emmanuel. Avec Emmanuel ici présent. Pour répondre à votre question sur le sujet des fondations, on a constaté au tout démarrage du premier confinement un effet, comme tout le monde, de sidération, mais une réaction quasi immédiate dans la foulée, parce que le secteur a été tout de suite très sollicité, le secteur des fonds et fondations a été tout de suite très sollicité en premier moment par leurs partenaires habituels. Par définition, une fondation est strictement engagée au profit de l'intérêt général, ou en direct, ou en soutenant des acteurs d'intérêt général et beaucoup d'associations. Et donc, très rapidement, les nombreuses associations qui étaient partenaires des fondations ont sollicité les fondations qui ont répondu présent. Et pour celles qui avaient une action en direct, elles ont beaucoup d'actions dans le secteur médico-social, sanitaire, la recherche. Elles ont été du coup évidemment très, très concernées par cela.
Et nous avons créé tout de suite un site qui s'appelle action-fondation-covid-19, un peu long. Je crois vous communiquer l'adresse précise. Action-fondation-covid-19. Absolument, qui répertorie l'ensemble des fondations qui aident spécifiquement face à la crise et l'ensemble des fondations qui ont des besoins d'aide pour faire face à la crise. Donc le secteur a répondu présent auprès des associations en général et également auprès, ça c'est un point important, un enseignement de la crise, auprès des pouvoirs publics qui ont sollicité l'appui des fondations car elles ont une certaine agilité et une connaissance du terrain et qui a été très utilisé par les pouvoirs publics pendant le démarrage de cette crise et encore aujourd'hui. Le secteur des fondations, c'est un secteur contracyclique, assez résilient et qui est là pour aider quand il y a des problèmes. Donc évidemment, en ce moment, il est tout à fait sur le pont. Il y a quand même une note positive ou pas dans ce secteur? Il y a des branches du secteur associatif ou des fondations qui embauchent. Je pense spontanément à tout ce qui est accompagnement de personnes âgées, aide à la personne. Oui, il y a des besoins qui sont nés, qui sont venus de cette crise sanitaire, peut-être Emmanuel aussi. Un mot là-dessus. Oui, bien sûr. Pour montrer que tout n'est pas sinistré, c'est ça que je voudrais dire. Voilà. Disons que, comme toute crise, une crise, c'est aussi le temps de la décision. Donc, évidemment, il y a des secteurs qui sont, j'ai pas envie de dire secteurs d'avenir, mais qui, malheureusement ou heureusement, vont prendre une importance complètement différente. Bien sûr. Toutes les solidarités, bien évidemment, Maud l'a un peu évoqué, vont évidemment avoir une dimension et un rôle à jouer dans les mois à venir qui va être décisif. Et puis, puisque vous parlez de notes positives, sur les dons, qui concernent du coup là, nos deux représentants qui sont là, c'est vrai qu'on a encore du mal à mesurer précisément l'impact, mais juste un indicateur quand même. À août 2020, les Français ont épargné 50 milliards d'euros supplémentaires. Vous avez raison. On ne sait pas ce que ça va devenir, 50 milliards d'euros. La Banque de France, notamment. Les gens sont inquiets, peut-être que, et avant tout, sécuriser sa propre situation. On pense à l'avenir parce que l'emploi peut être plus compliqué. N'empêche que ça va. Vous espérez que ce pactole puisse servir On peut imaginer que les générosités, les Français sont généreux. C'est une part du budget des associations et aussi des fondations qui est importante. Donc, comment est-ce que ça va être redistribué? Est-ce qu'il va y avoir un relais de ces générosités vers des acteurs de terrain? Ça peut être quand même une source aussi de rebond à prendre en compte. Vous savez quoi, Emmanuel? La semaine dernière, je me suis posé devant mon bureau, j'étais sollicité par 1001 associations. J'ai beaucoup plus donné que l'année précédente. Voilà, parce que j'ai considéré voilà, c'est mon cas personnel. Je ne suis absolument pas représentatif, mais j'espère que d'autres l'ont suivi. Vous l'êtes un peu favorise parce que France Générosité, qui est l'organisme qui représente une partie du don en France, a montré en 2019 qu'il y a eu une augmentation du don de 3,5% par rapport à 2018. C'est pas 2020. Mais ça veut dire quelque chose. Jean-Marc ? Oui, si je peux me permettre, sur ça, c'est un élément effectivement à saluer. Les Français ont réagi face à la crise en continuant à donner, voire en donnant plus. Il y a deux éléments quand même à prendre en compte. C'est que, il y a une sélection parfois des sujets, des causes. Et ça, c'est un vrai écueil à éviter. Il y a effectivement plus ou moins en rapport avec le Covid, par exemple? Absolument. Il y a eu évidemment une forte mobilisation pour les causes les plus représentatives du Covid ou concernées par le Covid. Il ne faudrait pas que des secteurs entiers comme la culture, par exemple, soient les victimes collatérales du Covid. Ça, c'est le premier point. Et une fois cette année de mobilisation exceptionnelle, qui est l'année 2020 passée, l'année prochaine risque d'être une année difficile. C'est pourquoi le CFF et Fonds Générosité et d'autres acteurs ont appelé les législateurs à prendre ça en considération dans le cadre du PLF, du projet de loi de finances 2021, pour encourager ceux qui continuent à donner pour l'intérêt général. Ça n'a pas été entendu pour l'instant, mais on ne doute pas que ça puisse l'être dans les prochaines semaines. Alors, je ne sais pas si elle est encore dans les couloirs, mais vous avez peut-être pu croiser la ministre en charge la secrétaire d'État en charge de la jeunesse et de l'engagement, Madame El Haïry, qui était avec nous. Sarah El Haïry est une alliée du secteur de l'intérêt général de longue date. Spontanément, j'avais l'impression qu'elle était en effet plutôt une alliée, voilà. Et complètement, mais après, les exercices financiers, fiscaux, ne sont pas toujours à la main des secrétaires d'État ou des ministres. Et c'est pas un sujet facile. Percy qui guette avec les technos, vous avez raison, c'est pas toujours simple. Juste encore sur l'état des lieux, plus ou moins de pauvreté en cette fin d'année? Qui peut me dire un mot? Maud peut-être? Maud Sarda? Énormément plus, évidemment. C'est pas nouveau. La Fondation Abbé Pierre a quand même sorti un chiffre qui est particulièrement alarmant sur la très grande précarité. En 2012, on avait 150 000 personnes recensées à la rue. On est à 300 000 quand même. On a doublé en l'espace de 8 ans les personnes à la rue. Donc là, on est dans la très grande précarité. Mais après, les associations d'ailleurs ont alerté, il n'y a pas si longtemps, sur 1 million
millions de personnes supplémentaires qui risquent de passer en dessous du seuil de pauvreté. Donc il y a 9 millions de personnes en France, on va atteindre les 10 millions quand même. Donc on n'est pas sur une petite précarisation de la société. 2021 va être d'une grande violence pour tout le secteur associatif de la solidarité. Ça, les besoins nécessairement sont considérables, vous le dites, la pauvreté, la santé évidemment dans ce contexte de Covid. Puis ça va quand même au-delà, bien entendu. Les personnes isolées, les personnes handicapées, les maltraitances aux conjointes notamment, voilà. Enfin bon, il y a beaucoup de choses. Tout ça s'agrège en même temps. Et dont la question, en effet, qu'on se pose, évidemment, ce contexte sanitaire qui a engendré donc des ruptures d'activité, on en parlait à propos de l'emploi, et vous notamment avec Emmanuel. Quel besoin ça va entraîner pour permettre le rebond et pour reconstruire aussi? Emmanuel Gagnereau, directeur de l'ESS, au Crédit Coopératif. Les besoins, ils vont être multiples. Si on part d'un point de vue très économique et financier, on en a parlé, il y a effectivement ce sujet de court terme, et puis donc de pallier vraiment, avant que la crise soit un rebond, il faut quand même parer au plus pressé, quoi. Donc il faut quand même permettre à ces structures de faire face. Donc il y a du court terme, la trésorerie, c'est vraiment le quotidien. Et puis après, il y a pour des projets à plus long terme, d'investir pour rebondir. Donc là, on est plutôt sur des financements qui sont plus durables, plus longs. On est sur du haut de bilan, comme disent les spécialistes, pour pouvoir investir sur le futur. Il y a un autre besoin, mais ça, on n'a pas toutes les clés en main encore aujourd'hui, c'est les collectivités territoriales. Maud en a parlé sur les sujets essentiels de pauvreté, par exemple. Comment les collectivités territoriales vont réagir et vont soutenir le tissu associatif, le tissu de l'économie sociale et solidaire? Est-ce qu'elles vont vouloir avant tout aider les structures, ou alors est-ce qu'elles vont prioriser des sujets clés en disant sur mon territoire, par exemple, j'ai une pauvreté qui a explosé, donc on va se concentrer là-dessus, et donc peut-être que les structures vont devoir réorienter leurs projets. Qu'est-ce que vous leur demandez, vous, Emmanuel, au nom du Crédit Coopératif, à ces collectivités locales? C'est quelque part, n'oubliez personne, n'oubliez aucune cause? On n'est pas en situation de leur demander de les interpeller, mais en tout cas... Pardon, mais c'est toujours bien d'avoir des spécialistes comme vous, puisque vous dirigez l'ESS au Crédit Coopératif, d'entendre quand même des spécialistes. Donc si vous avez un message à faire passer, allez-y, profitez-en. Une des clés, c'est de vraiment permettre aux structures d'être en lien avec le maximum d'acteurs sur le territoire. Parce qu'il y a une solution financière, mais je pense que Jean-Marc va en parler, il y a aussi un sujet de coopération. On va en parler. De faire en sorte que les acteurs travaillent ensemble. C'est pas si simple, c'est pas toujours si facile. Ceux qui nous regardent le savent bien sur le terrain. Et donc, les collectivités ont évidemment un rôle à jouer, avec nous, financeurs, bien sûr, pour faire en sorte que ces acteurs puissent travailler ensemble, qu'il y ait des alliances, qu'il y ait de coopération. Et ça demande vraiment, c'est quand même un changement un peu de paradigme, quoi. C'est un changement de façon d'accompagner le secteur. En tout cas, sur les besoins, et on le disait, même si on déplorait de façon un petit peu moqueuse, et c'était moi le premier, justement, sur Bercy, un peu la technostructure, clairement, il y a eu quand même le retour de l'État-providence qui a arrosé par dizaines de milliards, justement, tout le secteur économique, et donc, quelque part, le secteur de l'ESS. Ça a permis, déjà, dans un premier temps, à court terme, puisque je reprends votre expression à court terme, un petit peu d'éponger les besoins. Après, Jean-Marc et Maud témoignent parce qu'ils sont vraiment aussi dans le vif de l'action. Oui, on va leur donner. Oui. Mais oui, effectivement, il y a cet amortisseur, comme je disais tout à l'heure, qui est là. Après, il ne faut pas oublier aussi que, je pense que tout le monde connaît les chiffres, le PIB qui, l'année prochaine, peut baisser jusqu'à 10-11%. Normalement, il va remonter, le PIB l'an prochain. Voilà, mais on sait qu'il y aura des défaillances d'entreprise aussi. Donc tout ça a aussi un impact sur l'ensemble du secteur. Le SS n'est pas isolé. Jean-Marc Potra, délégué général du Centre français des fonds et des fondations. On vous écoute. Peut-être sur un rappel sur ce qu'a dit tout à l'heure Madame la Ministre, à savoir qu'il y a eu un gros travail mené par les services de Sarah Lahiri et également d'Olivia Grégoire pour faire en sorte que le secteur de l'ESS, les associations et les fondations, ne soient pas oubliés des dispositifs d'aide. Et ça, c'était un vrai travail parce que, alors que le secteur représente un poids économique et surtout un poids d'emploi et surtout un rôle dans la société majeur, c'était pas aussi évident que ça dans les premiers textes de relance et d'appui. Donc ça, c'est un point fondamental. Il ne faut pas oublier ce secteur stratégique pour notre société. Le deuxième point, c'est qu'il faut saluer ce secteur et le rappeler. C'est un peu l'objectif de ce forum. Mais tout de même, si on parle par exemple des fondations, il y en a environ 5000 en France. Elles investissent, elles dépensent chaque année environ 11 milliards d'euros pour l'intérêt général exclusivement. Et elles représentent 29 milliards d'euros d'actifs. Donc c'est un secteur, un poids lourd,
qui embauche près de 160 000 personnes aujourd'hui en France, et avec un taux de progression de 3% par an, ce qui est assez exceptionnel et qu'il faut saluer. Et ça, ce point-là n'est pas souvent bien entendu, bien reconnu. Et dans ces moments de crise, on constate que ces acteurs, les associations et les fondations sont indispensables pour nos sociétés et qu'on a la chance de pouvoir compter sur un secteur aussi présent et aussi dynamique, et parce qu'il y a une vraie délégation quelque part de l'État à ce secteur pour intervenir en tampon social à de très nombreux endroits. Donc ce n'est pas au moment où il y a une crise où il faut l'oublier. Ça, c'est le premier point à rappeler. Le deuxième point, ce que indiquait Emmanuel, c'est que le secteur sait par nature beaucoup plus collaborer que beaucoup d'autres secteurs. Par nature, les associations ont l'habitude de collaborer avec les pouvoirs publics, avec les fondations et entre elles. Je vous donnerai un exemple d'engagement des fondations et peut-être tout à l'heure un deuxième sur le climat. Mais au tout début de la crise, nous avons eu des échanges avec le ministère de l'Éducation qui, pour essayer de lutter contre le décrochage scolaire des élèves les plus en difficulté sociale, peinait à les équiper pendant le confinement de matériel connecté. Et donc il y a une mobilisation collective du secteur associatif, notamment avec Emmaüs Connect, avec la fondation Break Poverty et avec un certain nombre de fondations qui se sont engagées en lien avec le ministère de l'Éducation nationale pour acquérir, financer et apporter aux élèves équipés du matériel. Et donc ça, c'est un rôle qu'a pu jouer le secteur associatif et des fondations, alors que l'État n'avait pas forcément la souplesse pour le faire pendant le confinement. Donc c'est vraiment un exemple de coopération qui a fonctionné dès les premiers jours du confinement. Et c'est vrai, on a parlé de besoins financiers, besoins digitaux, importants aussi. Maud Sarda, quand on est justement en charge de Label Emmaüs, je disais qu'il y a cette plateforme solidaire donc, que vous dirigez. Oui, alors Label Emmaüs, son fonctionnement, c'est celui d'une place de marché. C'est-à-dire que les 1 300 000 produits qui sont référencés aujourd'hui sur notre site, ils ont été mis en ligne par une centaine de structures de l'économie sociale et solidaire. Ce ne sont pas nos produits à nous, Label Emmaüs. Nous, on a un tiers de confiance. On est là pour former justement ces structures de l'ESS au numérique, à vendre en ligne. On met à disposition des outils qui sont vraiment adaptés surtout aux personnes que ces structures accueillent, en insertion, beaucoup, ou des compagnons, des compagnes, quand c'est les centres Emmaüs. Donc, en fait, sur Label Emmaüs, vous avez aussi bien Envie, des ressourceries, Bibliothèques sans frontières, la Croix-Rouge, qu'Emmaüs. Donc, on parlait de mutualisation. Pour le coup, c'est un bel exemple de mutualisation, parce que, évidemment, le web, c'est quand même le Far West. Si on n'a pas des millions, ce qui est notre cas, a priori, dans ce secteur, on a tout intérêt à être très solidaires les uns des autres et puis y aller en rang serré. Donc évidemment, nous, c'est notre quotidien en fait de former des structures associatives aux outils digitaux, et c'est inquiétant. Il y a beaucoup de retard dans ce secteur, et je pense que le secteur a souffert aussi beaucoup cette année parce qu'il y avait un retard très important numériquement parlant. Il y a a priori que 20% d'associations qui disent avoir réussi, voire même entamé leur transition numérique. Donc il faut vraiment qu'on s'y mette. Il faut qu'on s'y mette pour développer nos propres sources de financement, d'autres sources de financement dans l'avenir quand des crises comme ça se posent, mais aussi pour les gens qu'on accueille en fait. Les gens qu'on accueille en insertion, il faut les former à des métiers différents, à des métiers qui sont très en lien avec les technologies d'aujourd'hui. Et là aussi, il y a du retard en fait. Le secteur de l'insertion, par exemple, par l'activité économique, est encore beaucoup un secteur dans le BTP, l'entretien des espaces verts, les services à la personne. Donc c'est très bien parce que c'est des métiers qui sont accessibles à beaucoup de gens peu qualifiés, évidemment. Mais nous, on fait un pari, c'est que des gens peu qualifiés peuvent aussi investir le numérique. C'est possible. Alors, et les remèdes, et c'est l'objet de cette table ronde sur comment rebondir dans un environnement transformé par la crise sanitaire. Emmanuel Gagnereau, donc, du Crédit Coopératif, comment les différents acteurs, associations, fondations réagissent? Qu'est-ce que vous observez sur le plan économique, sur le plan financier? Est-ce qu'on a découvert aussi une nouvelle manière de coopérer? Racontez-nous. Alors, sur les solutions et les remèdes, un point quand même, mais ça poursuit tout ce qu'on vient de dire sur ce retour de l'État-providence qui s'est matérialisé sur le plan financier par des prêts garantis État, les fameux PGE. Au Crédit Coopératif, on en a délivré un peu plus de 1100
pour le secteur sur un montant de 250 millions d'euros. Donc ça déjà, ça a été le premier remède vraiment d'urgence qu'il a fallu réagir très vite. Ça c'est une première chose. Et puis peut-être sur un autre plan qui n'est pas financier, quoique, c'est la structure du secteur. Hein. Le secteur des associations et des fondations, c'est un secteur qui fonctionne en réseau. Hein. Il y a des grands réseaux. Dans les associations, par exemple, vous avez une association sur deux qui adhère à un réseau. On a 2 personnes qui sont dans des structures qui appartiennent à des réseaux. Ça, c'est important parce que pendant la crise, et sûrement après, le fonctionnement en réseau, en fédération, en regroupement, il permet une résilience. Et on a vu des grands mouvements très connus, je ne vais pas citer l'un ou l'autre, mais on a vu des mouvements qui ont mis, par exemple, leur parc immobilier à disposition de personnes qui étaient en précarité, qui étaient à la rue, pour pouvoir être hébergées. Donc ça, c'est un réseau qui a pu le faire parce qu'il a passé le message à toutes les structures et elles ont enchaîné, quoi. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui est historique. Le forum, d'ailleurs, le sait bien parce qu'il y a beaucoup de réseaux associatifs qui interviennent dans l'événement. Mais voilà, ça, c'est très important à garder en tête. C'est un corps intermédiaire en France, hein, le secteur associatif et les fondations, qui joue son rôle de corps intermédiaire, comme son nom l'indique, dans un moment de crise comme ça, quoi. Nouvelle façon de coopérer quelque part, nouvelle façon de travailler ensemble. Jean-Marc Pautrat, c'est ce que vous avez remarqué, vous aussi ? Absolument, et je voudrais réinsister sur ce qu'évoque Emmanuel et faire un appel de notre fédération des fonds et fondations qui constitue un carrefour où les fondations peuvent apprendre à collaborer, à coopérer. Et ça, c'est un des enseignements majeurs de la crise que nous avons constaté, c'est que les fondations sont demandeuses de coopération et d'alliance. Les fédérations représentatives comme le CFF sont des endroits où il est possible de les aider à construire ce type d'alliance. Un exemple que je peux vous donner est celui du climat. Le CFF vient de lancer une coalition française des fondations pour le climat. Ah, c'est intéressant. Qui regroupe qui permet quoi ? Alors, il y a deux sujets. Le premier est qu'on appelle l'ensemble des fonds et fondations en France à signer un manifeste qui reconnaît le climat comme une cause fondamentale et urgente. Et ensuite, nous allons travailler avec les fondations qui sont volontaires, donc toutes les fondations françaises, pendant plusieurs années pour les aider à passer à l'action, au-delà du manifeste, sur comment, dans son travail quotidien, on peut intégrer le climat pour être plus respectueux de ce climat. Ça, c'est un point important parce que ça amène une deuxième question, qui est la question du lien entre les causes. Et le Covid en est une illustration. Alors, on ne peut pas faire un lien immédiat et direct entre le Covid et les évolutions climatiques. Néanmoins, un certain nombre de scientifiques le font. Mais surtout, on se rend compte qu'on ne peut plus vraiment traiter les sujets de manière isolée. Le climat va avoir un impact majeur sur les enjeux sociaux, sur les enjeux économiques, sur les enjeux de migration. Et donc, aujourd'hui, l'idée, c'est d'une part, on va essayer de travailler ensemble, parce que l'argent est rare, parce que du coup, il faut être le plus efficace possible, et la mutualisation est un enjeu majeur pour le secteur, qu'il l'a bien compris. Et le deuxième point, c'est qu'on ne peut plus traiter des sujets séparément, complètement séparément. Santé et climat sont évidemment 2 enjeux majeurs qu'il faut relier, d'où aussi cette mobilisation sur ce prisme commun qui est le climat, mais qui va avoir un impact pour l'ensemble des fonds et fondations, quel que soit leur secteur d'activité. Le soutien financier, vous, le crédit coopératif, comment vous aidez ce secteur comme banque coopérative? Qu'est-ce que vous avez mis en place comme dispositif, Emmanuel Gagnereau? Alors, on en a un petit peu parlé, hein. Il y a ces fameux prêts garantis État, d'abord, hein, ça c'est dans l'urgence. Et puis, il y a eu ce que toutes les banques de la place ont fait aussi, hein, des reports d'échéance, ça c'est très important, des reports d'échéance de crédit. Hein, donc les banques ont quand même été pour beaucoup très réactives pour pouvoir différer, pour celles qui ont des crédits, différer ces échéances de crédit de 6 mois, de façon à permettre une certaine souplesse, quoi. Ça c'est une première chose. Ensuite, pour ce qui nous concerne, nous avons dans le réseau Crédit Coopératif 120 chargés d'affaires qui sont spécialisés sur l'économie sociale et solidaire. Et là, on voit que le métier bancaire aussi, dans cette crise, évidemment, il évolue, donc on s'adapte. Il y a beaucoup de mesures, on en a parlé, il y a beaucoup de dispositifs. Urgence ESS, Sarah El Haïry en a parlé, Olivier Grégoire en reparlera. Ce soir, donc, oui, à 16h45. Comment est-ce qu'on fait pour que ces chargés d'affaires, dans toutes ces aides, dans tous ces dispositifs, puissent permettre aussi de passer la balle, soient aussi des passeurs, hein. Notre métier, c'est de financer, et par rapport à tout ce qui se passe,
on a aussi une responsabilité de pouvoir mettre en lien, de pouvoir informer le client, de pouvoir bien l'aider et l'accompagner dans toutes ces mesures et tous ces dispositifs pour qu'il puisse jouer son rôle d'utilité sociale, d'acteur associatif et fondation. Oui, sur les fonds de dotation pour redistribuer de l'argent privé ou d'entreprise vers l'intérêt général. Témoignage également avec vous, Jean-Marc Potra, vous également aussi, Maud, si vous le souhaitez. Sur ce fonds de dotation, quel cas concret, quel cas pratique vous pouvez nous donner ? Bon, alors, des illustrations, il peut y en avoir beaucoup. Sur la capacité d'aider, il y a des fondations qui ont créé des dispositifs spécifiques d'aide, et notamment sur quelque chose qui est souvent délaissé par l'ensemble des acteurs habituels, et qui est les fonds non pas les fonds propres, mais les frais de structure. Aujourd'hui, l'État aide beaucoup sur les structures employeuses, mais ne finance pas forcément les frais de structure. Or, on a compris aujourd'hui que sans frais de structure, on ne pourrait pas travailler et qu'on ne pouvait plus, pour beaucoup, avoir des ressources en face. Donc, beaucoup de fondations se sont engagées de manière assez inhabituelle pour financer les frais de structure, pour éviter que les secteurs meurent. Ça, c'est un point important, c'est qu'on a l'habitude de penser que c'est un acquis, ce secteur associatif ou celui des fondations. Mais il faut vraiment avoir conscience, et je trouve que c'est assez réducteur, malheureusement, de ne pas pouvoir voir ces milliers de personnes que l'on voit habituellement au Forum des Assos, que les hommes et les femmes qui le composent ne peuvent pas tenir indéfiniment la crise et qu'il faut vraiment les aider à continuer à agir et que c'est une mobilisation qui est exceptionnelle, humaine, et que cette mobilisation doit être soutenue, y compris par les pouvoirs publics. Maud Sarda, Label Emmaüs. Oui, alors moi j'avais envie juste de témoigner du rebond qu'il y a eu dans les associations pour se saisir du numérique, parce que c'est vrai que pendant le premier confinement, je pense que tout le monde était assez assommé et a beaucoup subi ce premier confinement. Et sur le deuxième, au contraire, nous on a été vraiment très interpellés en fait par le secteur associatif pour se mettre à vendre sur Label Emmaüs. Donc il y avait même un peu de précipitation, et peut-être que c'est ce qui sera important dans les mois qui viennent. C'est vraiment le digital, ça demande quand même une certaine stratégie. Et il ne faut pas qu'on se lance n'importe comment sur n'importe quels outils. Je donne des exemples, mais il y a des associations qui ont commencé à vendre sur Facebook, et il faut faire attention parce que déjà, fiscalement, ça pose beaucoup de questions. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Éthiquement, en termes d'image, n'en parlons pas. Ouais. Voilà, nous, en fait, on ne s'est pas lancé. Il ne faut pas se disperser, quelque part. Il faut rester conforme à son éthique, à son histoire, à son image. La panique ne doit pas nous faire utiliser n'importe quel outil. Et surtout que dans le numérique, c'est des choix financiers qui ne sont pas anodins, ça demande des investissements. Donc, nous, on a vraiment mis une année à étudier un secteur, à définir un positionnement fort. Et c'est pour ça que le consommateur aujourd'hui est au rendez-vous et a été au rendez-vous pendant cette crise sur notre site, notamment parce qu'il s'y retrouve en termes de valeur. Voilà, donc c'est important vraiment de définir une stratégie sur le digital et d'avoir des financements, je pense, vraiment ciblés sur cette problématique. Il n'y en a pas beaucoup. Il faut savoir vraiment qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment aucun financement sur la transition digitale numérique du monde associatif. Je parle de financement public. Il y a des choses sur l'inclusion numérique, sur comment on accompagne les bénéficiaires des différentes associations au numérique, mais sur vraiment comment on forme les cadres dirigeants des structures, il y en a peu. Et parce qu'on dit que la crise, elle a permis des opportunités, elle a permis des accélérations. Et donc, ce que vous dites sur le digital, ça a permis cette accélération donc, de l'équipement digital, de la prise de conscience digitale. La prise de conscience, en tout cas, déjà, effectivement. Et nous, on a créé un fonds de dotation également l'année dernière qui s'appelle Label Transition. Et justement, on axe notre mission là-dessus. En fait, c'est vraiment comment on soutient les structures associatives dans leur transition numérique. Et à propos d'accélération aussi, c'est pareil, puisque vous nous parliez de cette coalition pour le climat, donc vous avez donc initié, vous, Jean-Marc Potra, quelque part aussi, tous ces problèmes environnementaux, cette prise de conscience, ça a été aussi accéléré par cette crise et vous en avez profité, vous en êtes saisi. Complètement. Ce qui a permis cette crise, c'est pour le secteur de réaliser l'impact que pourrait avoir une crise mondiale telle que celle que nous connaissons. Et malheureusement, celle qui pourrait s'annoncer avec le climat serait bien pire.
Et lorsque l'on comprend que très rapidement, en quelques mois, on peut tous avoir un masque sur le visage, comme aujourd'hui, pour faire une émission, et être tous confinés avec des impacts aussi importants que ceux qu'on connaît, on imagine un peu mieux ce que pourrait devenir une crise sur le climat. Peut-être pour juste réagir sur vos propos, vous dire qu'un certain nombre d'acteurs, de fondations, ont eu cette anticipation et ont financé spécifiquement la digitalisation du secteur associatif, des acteurs comme la Fondation de France, comme la Fondation Bettencourt, et rejoignent aussi en cela des travaux portés par la Fonda sur cet enjeu que représente la digitalisation du secteur, qu'ils l'avaient anticipé malheureusement pour certains, et c'est vrai que ce n'est pas assez fréquent et qu'il faut aujourd'hui l'encourager. Qu'est-ce qui va changer ? Qu'est-ce qui va rester, justement ? Qu'est-ce qu'il en reste ? Quelle tendance vous voyez se dégager ? Parce que là, évidemment, bon, on est dans un état des lieux. On va se projeter, je le disais. On est en 2021 dans quelques jours, hein, bien entendu. Emmanuel Gagnereau, directeur de l'ESS au Crédit Coopératif. C'est quoi les rebonds possibles ? Alors, sans lire dans une boule de cristal, on peut quand même imaginer plusieurs choses. La première, c'est que cette crise, évidemment, elle va toucher l'emploi des Français. Il va y avoir des emplois qui vont disparaître, d'autres qui vont réapparaître, ou des emplois qui vont se transformer, peut-être pas disparaître, mais se transformer. Et donc, l'économie va bouger. Il va forcément y avoir cette crise, elle a un impact sur la forme économique du pays, du continent, etc. Et donc, ça va créer des nouveaux besoins. Il y aura aussi des nouveaux besoins qui vont apparaître. On a besoin de sécurité sanitaire, il y a besoin du numérique, on en a parlé, des transitions, etc. Pour le secteur des associations et des fondations, qui sont des acteurs de cette autre économie. Il faut le dire, c'est avant tout des acteurs d'une autre économie que le Covid appelle accélère, on vient d'en parler. Donc tout ça va créer des nouvelles filières, des filières qui vont se transformer. Évidemment, il y a les énergies renouvelables, l'inclusion, on en a parlé, et d'autres secteurs, d'autres besoins prioritaires qui vont apparaître. Une des clés, ça va être comment ce secteur-là peut, les associations, les fondations, les hommes et les femmes, comme Jean-Marc en parlait, qui dirigent ces structures, comment vont-ils avoir la capacité de s'arrimer sur ces nouvelles filières, ces nouveaux besoins économiques ? Comment ils vont pouvoir réadapter leurs projets sans renier leur mission originelle. Ça, c'est un vrai défi pour les acteurs. Alors, quand vous dites ça, c'est quoi ? Il y a un petit peu de pas de réticence, de méfiance, de pessimisme ou pas ? Ou quel conseil on pourrait leur donner justement pour qu'elles s'arriment justement à toutes ces préoccupations du moment, ces préoccupations urgentes, Emmanuel ? Je crois qu'on l'a évoqué en filigrane là, à travers le témoignage de Maude et de Jean-Marc. Ce sujet de travailler avec d'autres, d'avoir la capacité de pouvoir coopérer, parce qu'il y a aussi un effet de concurrence quand même dans l'économie solidaire, il faut aussi le dire. Donc comment est-ce que on peut aussi jouer cette coopération que les acteurs essayent de faire ? On a eu 2 exemples là, aujourd'hui. Comment on peut réussir à travailler ensemble et à pouvoir ensemble faire évoluer des projets, créer de nouvelles activités qui répondent à des besoins du territoire que la crise Covid va faire apparaître. Jean-Marc Poitras, donc au nom du Centre français des fonds et des fondations. Je voulais dire que j'étais très confiant. Oui, très confiant sur l'avenir pour le secteur. La nécessité besoin de se saisir de ces préoccupations urgentes. C'est dans des moments tels que ceux que l'on vit que l'on comprend l'utilité du secteur, des associations et des fondations. Et je voudrais insister sur un point, c'est que c'est un secteur qui a toujours innové, qui n'est pas toujours connu pour ça, alors que c'est son essence même d'innover pour trouver des solutions face aux problèmes de la société. Et donc face à des problèmes majeurs, je pense qu'aujourd'hui on va constater l'immense utilité de ce secteur et je ne doute pas que par son ADN, il réussisse à innover, y compris face à une crise majeure. Et donc moi je pense que ça va être la période de consécration du secteur des associations et des fondations. Génial. Et que tout le secteur se mobilise déjà et trouve déjà des solutions. On en a un exemple ici que je salue. Ça montre que le secteur n'a pas attendu même l'après-crise, il s'organise aujourd'hui, il se transforme aujourd'hui et la société dans son ensemble pourra constater que le secteur est présent. C'est un secteur qui est très résilient, qui est fondé sur un sujet majeur qu'a rappelé Mme El Haïry, à savoir l'engagement. Et les Français sont des acteurs, sont des citoyens solidaires, engagés, et donc je suis sûr que l'ensemble du secteur va être
à son apogée, malheureusement et heureusement, dans les années à venir. Finalement, on arrive au bon moment, là, au moment où on vous propose ce forum digital des associations et des fondations. D'un mal peut naître un bien. C'est un petit peu ce que je comprends. Accélération, y compris sur le digital. Oui. Maud Sarda, puis Emmanuel qui revient juste après, qui me tend le doigt pour intervenir. Oui, je pense qu'une chose qui restera, c'est ce tournant en termes de consommation, de consommation. C'était une tendance de fond. Elle s'est vraiment accélérée. Et aujourd'hui, il y a une attente très forte des Français d'autres modèles de consommation, que ce soit en ligne, en magasin, dans les services, dans les biens. Et il faut que le secteur de l'intérêt général vraiment se saisisse de cette attente du consommateur. Et disons que souvent dans le secteur associatif, peut-être on a un peu du mal à assumer des modèles économiques dans des secteurs concurrentiels. Nous, à Label Emmaüs, on a envie vraiment de l'assumer pleinement. Oui, on est dans un secteur ultra concurrentiel qu'est le e-commerce et on veut prouver qu'on peut créer de la valeur économique en partageant des richesses, du pouvoir, en insérant des personnes qui sont éloignées de l'emploi et en réemployant des objets d'occasion. C'est possible. C'est possible, elle le dit, elle le fait, elle nous le montre, bien sûr. Un mot, Emmanuel Gagnereau, je voudrais qu'on prenne 2-3 questions qui nous sont arrivées, très très nombreuses. Je le disais, il y a des milliers de personnes qui sont connectées pour suivre ce forum digital ce jeudi 10 décembre. On est là jusqu'à 16h. Allez-y, Emmanuel. Oui, mais ce qui vient d'être dit est très très important parce qu'effectivement, l'histoire quand même a du sens et il faut s'en rappeler. Effectivement, le secteur des associations et des fondations a permis quand même de créer des services d'intérêt général. Il a été pionnier, on peut parler de la sécurité sociale, on peut parler des mutualités. Et donc évidemment, dans un moment de crise, bien sûr que c'est un secteur sur lequel il faut s'appuyer, il faut que les collectivités, l'État, les consommateurs, les citoyens puissent compter sur ce secteur pour cette autre économie qui est urgente. Alors, on remercie tous ceux et celles qui nous laissent des questions. J'en prends une première. Alors, tiens, puisqu'on parlait, votre coalition climat. Alors, je pose la question à vous, à Emmanuel aussi. Est-ce que vous intégrez aussi les associations dans la lutte contre le changement climatique ou seulement les fondations ? J'ai l'impression que c'est un peu... Emmanuel, tout le monde, non ? Associations et fondations, bien sûr. Tous les acteurs sont concernés. Les bienvenus. Nous tous, nous-mêmes d'ailleurs, chacun. Oui, bien sûr, Jean-Marc. Alors pour être précis sur cette coalition que vous pouvez retrouver sur le site fondationetclimat.org. Avec des grands noms aussi, on peut les citer aussi. Oui, il y a des très grands noms, il y a des partenaires. Éric Orsenna, je pense. Éric Orsenna, ça fait le plaisir avec Nicolas Hulot de venir témoigner de l'urgence de s'engager pour le secteur des fonds et fondations. Pour ce qui concerne le CFF, nous faisons notre part, entre guillemets, qui est d'appeler les fonds et fondations à signer ce manifeste. Et donc ça, c'est possible de le faire en ligne sur le site fondationetclimat.org. Pour ce qui est des associations, évidemment, c'est un sujet qui les concerne tout autant. Là, ce n'est pas tout à fait dans notre périmètre, mais on les encourage à s'organiser. À rejoindre avec cette grande coalition. Du mouvement associatif, s'ils le souhaitent, pour refaire la même chose du côté du secteur associatif. Alors, autre question. Dans la mesure où l'économie va mal, comment peut-on avoir de nouveaux adhérents dans la mesure où les finances sont en baisse pour ces adhérents potentiels et des subventions en baisse? Subventions en baisse, je ne sais pas partout, mais enfin bon... Allez, Maud Sarda, Label Emmaüs, ça tombe sur vous. Oui, alors c'est Jetez-vous. Vrai que moi, tout de suite, je vais penser à l'innovation et il faut sûrement penser à d'autres formes de financement. Nous, par exemple, comment on fait pour lever des fonds pour faire un projet comme celui de Label Emmaüs quand on est une structure coopérative et que donc du coup, on ne va évidemment intéresser aucun business angel de start-up classique puisqu'il n'y a pas de dividende. Voilà, c'est un partage de richesse total. Du coup, on s'est tourné vers les citoyens, les consommateurs, et on leur a proposé de prendre des parts de notre capital largement. Et voilà, en ligne, n'importe qui peut prendre une part de Label Emmaüs, c'est 20 €. Et voilà, on essaie de chercher d'autres sources de financement. Vendre en ligne pour une association, ça peut aussi lui permettre d'avoir d'autres sources de financement. Voilà, donc c'est peut-être chercher d'autres modèles. Un mot, Jean-Marc Potra. Une illustration rapide, CAPSAA, une association qui est fondée par Riyad Salem, qui est un club, le plus grand club de sport adapté parisien, qui a transformé son activité pendant le Covid. Et les jeunes qui composaient ce club ont essayé de se substituer aux personnes âgées qui ne pouvaient plus aller sur le terrain pour apporter à manger aux personnes défavorisées. Donc ça, c'est un exemple de transformation d'une activité bénéficiant donc d'un public jeune, qui allait sur le terrain dès le premier confinement, là où plus personne n'intervenait.
Ça, c'est un exemple d'un rebond, d'une innovation que peut porter le secteur associatif et qui trouve des solutions et qui, du coup, attire des jeunes qui viennent s'engager au profit de la solidarité, alors qu'au départ, c'est un club sportif adapté. Bon, c'était parfait. Merci beaucoup. C'était très intéressant. En tout cas, on a vu comment rebondir dans cet environnement transformé par la crise sanitaire au travers de vos deux exemples, au travers de l'apport donc du Crédit Coopératif et de l'expert qu'est Emmanuel Gagnereau. Emmanuel Gagnereau, directeur de l'ESS au Crédit Coopératif. Merci d'avoir organisé cette première table ronde. Jean-Marc Pautrat, délégué général du Centre français des fonds et des fondations, notamment qui a lancer cette coalition climat. Félicitations, c'est très bien. Maud Sarda, voilà, elle est venue nous expliquer voilà, l'accélération du digital formidable. Profitons-en justement. Voilà, d'un mal peut naître un bien. Maud Sarda, cofondatrice, directrice de la plateforme Label Emmaüs. Très bonne journée à tous les trois. On va se retrouver dans 5 minutes pour ce forum digital des associations et des fondations. On va se retrouver à 10h10 et vous le verrez, face à la crise, la réponse, elle ne peut être que collective. On a un petit peu déjà abordé, évidemment, notamment avec Emmanuel. Alliance, coopération, partenariat, comment les développer pour agir plus efficacement? On se retrouve vite. Bonne journée, à tout de suite.